Eh ben, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Bienvenue ici aux Arches et pour cette soirée sur les libertés associatives. On est très content de vous accueillir. C'est un moment un peu important pour nous au sein de l'Observatoire des libertés associatives. Ça, on vous expliquera ça un petit peu, mais ça vient clore tout un cycle et entamer un nouveau sur les questions de riposte et de défense nécessaires face aux attaques des libertés associatives. Moi, je m'appelle Antonio Delfini. Je fais partie de l'Observatoire depuis 5 ans maintenant, depuis sa création. On a travaillé sur plusieurs rapports que vous pouvez trouver ici là, sur la table, et puis on l'expliquera tout à l'heure. On est aujourd'hui engagé dans un cycle de contre-attaque, de défense, de riposte un peu à toutes ces attaques-là. Et c'est pour ça qu'on est très content d'être là aujourd'hui et de pouvoir organiser cet événement. Alors je vais dire quelques mots de présentation et de contexte un peu de la soirée. L'idée de cette soirée, elle est double. D'un côté, ça visait à rassembler une partie de toutes les associations avec qui nous, au sein de l'Observatoire des libertés associatives, ces derniers mois et ces dernières années, on a collaboré dans ce travail d'analyse et de construction des ripostes. Donc autant les grandes fédérations, les grandes associations nationales que les petites associations locales qui sont souvent les premières en fait impactées par là, et donc ça nous semblait important pour nous de pouvoir les rassembler et de pouvoir organiser cette soirée-là avec elles. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est aussi de marquer effectivement ce temps de riposte. Voilà, l'Observatoire a beaucoup travaillé sur l'analyse, l'observation, le constat. Et là, maintenant, il nous semble être important de pouvoir rentrer dans un moment d'action plus précis. Et à travers cette soirée-là et tout ce qu'on mettra en place à la suite, avec les contacts qui ont été noués ce soir, on veut envoyer aussi un message clair qui est qu'on ne va pas se laisser faire en fait, face à ces attaques-là. On va construire les alliances nécessaires pour pouvoir riposter et qu'on va le faire tous ensemble avec nos singularités à chacun. Alors peut-être quelques mots sur l'Observatoire des libertés asso. On s'est créé en 2020. D'un côté, il y avait des associations qui commençaient à être attaquées et qui voyaient leur relation avec les pouvoirs publics se détériorer assez fortement. Et de l'autre côté, il y avait des réseaux de chercheurs en sciences sociales qui voyaient émerger cette thématique-là. Et donc, l'Observatoire est né un peu de la rencontre entre ces deux réseaux-là. Comme je le disais, on va dire de 2020 à 2021, 2022, on a principalement essayé de faire éclore cette thématique-là dans le débat public. À l'époque, aujourd'hui, elle est un peu plus installée, mais à l'époque, c'était pas complètement le cas. Et donc, par des articles, par des rapports, par des interventions publiques, essayer de faire émerger en fait la question des libertés associatives. On avait fait un premier rapport qui est ici, qui s'appelle Une citoyenneté réprimée, et qui était un rapport général qui travaillait sur 100 cas d'attaque aux libertés associatives, qui montrait que ça concernait tous les secteurs, que ça concernait tous les pouvoirs publics, tous les territoires. Et ce rapport proposait des perspectives d'approfondissement en fait, de ces libertés associatives, faisait des propositions, des préconisations. On partait à cette époque-là à l'offensive en disant que ces libertés associatives devaient être reconnues. Et puis, en 2021 est arrivée une loi dont je pense que vous connaissez tous au moins le nom, qui s'appelle la loi séparatisme, et qui nous a amené, en tout cas dans son volet associatif, 2 dispositifs qui ont été mis en place, l'extension des motifs de dissolution et le contrat d'engagement républicain. Et donc là où nous, la dynamique était celle d'aller conquérir des droits et d'approfondir les libertés associatives, on se retrouve dans une position complètement défensive, à dire « Oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quels sont ces dispositifs ?» Et donc à être vraiment, essayer d'alerter en réalité, parce qu'à cette époque, c'était un peu aussi compliqué de faire comprendre que, contrairement au discours public, ça n'allait pas concerner que certaines associations extrémistes, proches du terrorisme et compagnie, mais qu'en réalité, si l'entièreté des associations qui demandent des financements publics devaient signer ce contrat-là, c'est bien que ça concernait tout le monde.
Donc voilà, à partir de là, on a commencé à rentrer en contact avec beaucoup d'associations. On leur proposait de documenter leur cas dans le cadre de travail, de rapports, mais ça nous semblait un peu léger comme réponse à apporter à ces associations qui nous contactaient souvent dans l'urgence des attaques et avec beaucoup de demandes de riposte. Et donc là, depuis 2 ans, depuis 2022 en gros, on a tenté de construire un système de riposte aux libertés associatives en donnant des outils juridiques, des outils médiatiques et surtout, à l'image de la soirée de ce soir, des outils de solidarité interassociative et donc de se retrouver quand on est attaqué ensemble et de pouvoir faire en sorte que, voilà, qu'on soit plus fort collectivement. Donc voilà un peu le contexte de la soirée. Aussi pour dire que, on le sait toutes et toutes, mais la période actuellement est très compliquée au niveau politique. On voit s'accélérer les choses de manière assez radicale ces dernières semaines, ces derniers mois. On a clairement affaire aujourd'hui à un tournant autoritaire des démocraties libérales, dont la question des libertés associatives est en réalité une variable, mais ne recouvre pas. On voit la dynamique apparaître partout. Et pour le dire aussi de manière un peu simple là-dessus, quand on travaille un peu quotidiennement sur cette question-là des libertés associatives, on peut avoir des fois des coups de mou, on peut avoir des fois des moments un peu de déprime parce que les choses sont assez dures. Et pour nous, rentrer dans l'action aussi, se mettre aux côtés des associations, les défendre, ça nous a permis aussi de retrouver des petites victoires, de retrouver de l'énergie et de pouvoir continuer à faire ça tout en gardant l'optimisme, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, et que ça nous permette de tenir. Donc voilà un peu le contexte. On a prévu d'organiser la soirée en 3 temps. On aura un dernier temps conclusif qui verra intervenir le mouvement associatif et la Ligue des droits de l'homme, qui sont 2 des très grosses structures nationales qui défendent les associations et avec qui, au sein de l'Observatoire, on est en train de construire ce système de riposte et de défense. Julien Talpin, qui dirige le conseil scientifique de l'Observatoire, interviendra aussi à cette occasion. On aura un second temps tout de suite après le premier plateau, là ici, avec la Ligue des droits de l'homme de Arles, qui viendra présenter la dynamique qu'elle a mis en place de manière sur son territoire, et le planning familial aussi, qui réalise un travail très conséquent en interne en fait, pour se saisir de cette question des libertés associatives. Et puis dans un premier temps, en fait, on va accueillir 4 associations qui ont été 5 associations qui ont été directement concernées par le contrat d'engagement républicain. Et donc c'est quelque chose d'un peu important pour nous. On le disait pour la com, soirée, événement. Alors c'était pour que vous soyez là et qu'il y ait le plus de monde possible, mais aussi parce que c'est la première fois que sont rassemblés 4 des associations dont le contrat d'engagement républicain a été avéré et qu'elles se sont fait effectivement attaquer dans un même lieu pour pouvoir échanger sur leurs pratiques, sur ce qu'elles ont vécu et aussi sur les contre-attaques qu'elles peuvent mettre en place. Donc voilà, on va commencer ce premier plateau et donc je vais inviter la compagnie Arlette Moreau, Action Justice Climat, Canal TISEF, l'ASTI et l'APU de Vieux-Lille à venir ici avec moi à la tribune. Et on peut les applaudir parce qu'ils en ont pris plein la gueule et qui... Ah voilà, tac. Donc, je le redis quand même pour que ce soit clair, mais je pense que tout le monde ici le sait. Le contrat d'engagement républicain, c'est un formulaire que doit donc signer toute association qui sollicite des subventions publiques et qui l'oblige à respecter 7 principes républicains. Comme ça c'est dit, mais je pense que c'était déjà bien connu de tout le monde. Et je voulais commencer un petit peu aussi ce premier plateau par une phrase d'un rapport sénatorial récent qui a été écrit par justement les rapporteurs et les rapporteuses de la loi séparatisme. 1 an après son entrée en vigueur. Elles parlent du CER, du contrat d'engagement républicain, et elles disent « Les acteurs du monde associatif ont unanimement fait part d'un malaise face à une législation perçue à tort, mais de façon compréhensible, comme un signe de défiance à leur égard. » Et donc nous, la question c'est à tort.
on nous explique qu'à tort, on prend mal le contrat d'engagement républicain. Et donc, on se pose des questions. On s'interroge sur, de fait, l'écart entre les cibles identifiées dans les débats parlementaires, où donc on parlait des extrémismes religieux et du terrorisme, et les cibles qui ont effectivement été impactées. Et donc là, on parle d'associations écologistes, d'associations féministes, de médias alternatifs, de structures d'éducation populaire, d'associations de droit au logement. On s'interroge aussi sur la disproportion entre les objectifs affichés. Donc il s'agissait de lutter contre quelques dizaines d'associations qui étaient problématiques, et les moyens qui sont mis en œuvre, imposer un nouveau cadre légal à l'ensemble des associations qui demandent des subventions au pouvoir public. Donc la métaphore qui était donnée un petit peu, c'était on chasse le moustique au bazooka. Mais en réalité, peut-être que ce n'est pas le moustique qu'on veut chasser. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Après cette longue introduction, je vais me taire et passer la parole. Et donc peut-être pour un premier tour de parole, pour vous demander d'expliquer un peu quelles sont vos associations et quelles ont été la teneur en fait, des attaques que vous avez subies. Si ça te va, Benjamin, on commencer par toi là-dessus. Il y a des micros qui se baladent. Il y en a un là. Ok, bonsoir. Alors moi je suis Benjamin Ladjadj, j'interviens au nom de la compagnie Arlette Moreau, qui est une compagnie de théâtre à Poitiers. On fait du théâtre plutôt social, du théâtre inspiré du théâtre de l'opprimé, théâtre forum, théâtre participatif, théâtre de rue, plein de formes différentes. Et nous, en 2023, on a été attaqué donc, à cause du CER. On a demandé une subvention à la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, la DRDFE, qui est une instance de mission d'État, comme la DRAC, la Direction régionale aux affaires culturelles. Et en fait, c'était pour monter une tournée d'un spectacle sur les violences sexistes et sexuelles, un spectacle qui tourne dans la compagnie depuis un moment, qui avait déjà fait l'objet d'une première tournée avec la DRDFE en partenaire en 2021-2022. Et là, on voulait recommencer un nouveau projet, une nouvelle tournée. Et donc, pour faire ça, donc, on demande une subvention, on donne un rapport d'activité de l'année précédente. Et là, on voit, on était en train de monter le projet avec les techniciennes de la DRDFE et aussi de la DRAC. Donc, il y avait 2 financements qui étaient déjà bien en place. Et là, on voit un motif de refus qui dit, premièrement, on n'a pas fait le bilan de l'année précédente. Alors, le bilan n'était pas fait parce que l'action n'était pas finie, il y avait encore des dates à venir. Et en plus, on a des activités qui font, dans notre rapport d'activité, ça fait mention d'activités qui sont contraires au CER, quoi. Et du coup, on a demandé qu'est-ce que c'était. Ils nous ont pas répondu. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait on laisse passer parce que c'est quand même, ça a l'air bien plus gros que nous. Ou on en profite, on se bouge parce que ces motifs de CER, ils étaient tout neufs et puis ils n'étaient pas trop sortis. Donc, on a décidé en compagnie de se bouger, de pas en rester là. On a contacté un avocat qui a pris la chose en main et on a fait un recours pour abus de pouvoir envers la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Parce que derrière la DRDFE, c'est la préfecture de région. Et ça, c'était septembre 2023, c'est ça. Actuellement, on n'a toujours pas de date d'audience. Donc, ça traîne, c'est long. On le savait que c'était très long. Et en plus, ce que je veux dire, c'est au tribunal administratif de Bordeaux. Donc, ça veut dire que c'est le tribunal administratif, en gros, c'est les avocats qui s'échangent des écrits, des mémoires. Et notre avocat a expliqué, notre avocat veut centrer le problème sur le CER. Le côté administratif, c'est une façade. Et puis, la préfecture utilise ça et à fond là-dessus. Dans chaque mémoire, ils n'ont pas rempli, il n'y a pas les bons quotas, on ne sait pas quelles personnes ont été touchées, des trucs comme ça. Que des trucs sinueux administratifs, comme quoi on n'aurait pas fait le bon bilan, les choses comme ça. Et jamais ils parlent du problème du CER. Et notre avocat remet toujours le CER sur la table. Et là, c'est presque risible. La dernière en date, c'est qu'ils nous ont dit, le dernier mémoire, c'était on veut changer le motif de refus, on enlève le CER et on laisse que le côté administratif. Il n'y avait pas assez d'argent, les budgets, vous comprenez, ça pouvait pas passer. Et Benjamin, aussi sur le motif en fait pour lequel il vous attaque, c'est en lien justement aussi avec une mobilisation récente qu'il y a eu, si tu peux dire. Oui, carrément. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même un point très important, c'est que nous, on se fait refuser la subvention pour ce projet
je rappelle, c'est une tournée sur un spectacle sur les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, le motif, on a creusé, on a demandé, on a fini par avoir un bout de réponse. C'est parce dans notre rapport d'activité, on a expliqué qu'on faisait des interventions dans l'espace public, assez libre, notamment une sur la question de l'eau, de l'eau potable, comment c'est géré, et on l'a mis dans le rapport d'activité, lutte contre les bassines. Et voilà, chez nous, c'est vraiment ça qui est en cours. Et la forme en question, c'était une forme satirique sur le marché des comédiennes qui expliquaient que l'eau, c'était un problème, mais la solution, c'était de boire son urine à l'avenir. Et le préfet l'a invité à boire son urine à tout le monde pour dégustation d'urine pour voir que l'avenir peut s'écrire de façon cool avec l'urine, quoi. Donc, vraiment un truc potache. Et d'ailleurs, les médias sont un peu emparés de ça. Nous, on a essayé de recentrer sur le CER quand même. Et voilà, et du coup, rien à voir avec le projet qui a été annulé. Et la suite, en plus, ce projet était un assez gros projet qui aurait pu permettre à la compagnie de se développer. Tout a été mis à l'eau, donc là, on était un peu en galère sur le moment, quoi. Trop bien, merci. Peut-être Marie, si tu peux présenter ça. Donc là, on est plutôt sur la question du droit au logement et à la différence aussi d'autres, parce que là, on a vu que c'est le préfet. Et en fait, c'est souvent la préfecture. Là, c'est aussi une autre institution, de fait, qui est concernée. Oui, donc effectivement, on a APU du Vieux-Lille, donc l'Atelier populaire d'urbanisme. C'est une asso de défense des droits des locataires qui a une histoire militante dont on est fier, donc qui est née en 79 dans le Vieux-Lille, quartier lillois ancien, et qui est aujourd'hui une association financée à 75-80% par les pouvoirs publics, notamment parce qu'on mène une action importante d'accompagnement au droit lié à l'habitat. Donc en fait, on va accompagner des locataires en galère sur plein de thématiques. Et ce qu'on dit souvent, c'est que nous, on essaye de se tenir sur nos deux jambes, donc d'avoir cet accompagnement individuel, qui est celui qui est valorisé par les pouvoirs publics et pour lesquels on est financé généralement, mais aussi de garder une jambe collective, qui est celle de la défense des droits politiques et du soutien à l'organisation en fait, des locataires dans ce cadre-là. Et du coup, le 20 février dernier, on a appris qu'il y a une expulsion de gens du voyage qui avait lieu donc, sur la métropole lilloise. Et donc je me suis présentée sur le terrain parce que notamment il y avait une famille qui était venue nous solliciter, inquiète de la décision de justice donc, qui avait été rendue, en nous demandant de les appuyer dans les démarches qu'elle menait auprès de la métropole européenne de Lille pour essayer de rétablir un dialogue, de rediscuter, de remettre en cause l'expulsion. On avait eu 0 réponse à l'époque, mais du coup là quand j'apprends que l'expulsion est en cours, je décide de me présenter sur le terrain pour essayer d'accompagner les familles, de les soutenir à minima. Et donc c'est un travail un peu classique, donc c'est une expulsion avec les forces de la police présentes. Et c'est un travail un peu classique d'interpellation de l'huissier sur place et des agents de la métropole européenne de Lille qui sont sur place également pour accompagner l'expulsion, avec l'idée, dans un premier temps, d'essayer de remettre en cause ou de suspendre l'expulsion et dans un deuxième temps, d'essayer d'obtenir des solutions pour les personnes et les familles expulsées. Juste, on parle de familles qui étaient présentes sur l'aire depuis 20 ou 30 ans, donc qui étaient effectivement très en colère et très bousculées par les expulsions. Et du coup, donc, j'interviens, on n'empêche pas l'expulsion des familles. À la fin, on discute quand même longuement, il y a tout un travail qui est mené pour essayer de trouver des solutions. On questionne, on met en avant la vulnérabilité des personnes. Et à la fin, donc, il y a un engagement un peu des agents à dire peut-être qu'on a une solution, mais il faut attendre 8 jours pour que les familles puissent éventuellement retrouver une aire temporaire. Et donc, moi, je quitte l'aire d'accueil sur ce mode-là à ce moment-là. Et le lendemain, le président de mon association reçoit un coup de fil de la métropole européenne de Lille qui lui dit que les agents se sont comportés de manière hallucinante, inacceptable, à la limite de la violence physique contre les agents de la métropole qui étaient présents à ce moment-là. Et que ça aura des conséquences. Et donc, à partir de là, nous, il n'y a pas grand-chose. En fait, on a mis très très longtemps à avoir des écrits et des décisions concrètes, mais très vite quand même circule l'idée que le contrat d'engagement républicain va être mobilisé. Et donc là, je vous parlais du 20 février. En avril, normalement, nous, c'est un espace, un temps où le bureau de la MEL vote les subventions pour les associations comme la nôtre. Et là, on apprend que notre association a été retirée de l'ensemble des votes, ce qui veut dire qu'on est en train de perdre 38 000 €, ce qui est un tiers de notre budget, nous, puisque le gros du budget de l'association, c'est pour financer les salaires de 3 personnes mobilisées auprès des locataires. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Le contrat d'engagement républicain, nous, on aura... Ça, on pourra en reparler, parce que, ça se passe en février. Nous, on reçoit le courrier avec mise en demeure de la métropole européenne en novembre 2024, avec une sorte de rattrapage, rétropédalage de la... Enfin, en tout cas,
de décalage dans le temps des procédures qui auraient dû être lancées pour accompagner ce contrat d'engagement républicain. Mais très vite, en fait, parce qu'on est passé par les médias, il y a quand même eu un affichage public par la métropole du fait qu'effectivement, c'était sur la base du contrat d'engagement républicain. Donc d'abord l'article 5, qui est l'appel à la haine et à la violence contre des agents de la métropole. Et ensuite, en novembre, on apprend que c'est aussi l'article 1, donc trouble à l'ordre public, qui est reproché à la BU. Merci beaucoup. Peut-être Fatima, si tu peux nous dire quelques mots aussi de l'ASTI et du contexte particulier dans lequel vous avez eu à faire ça. Merci pour l'invitation. Nous, on a une ASTI, je ne sais pas si vous connaissez la FASTI qui existe à Paris, où il y a des ASTI, il y a une 60aine d'ASTI en France. La particularité, c'est qu'on a chaque ASTI une autonomie juridique. Alors l'ASTI de Petit-Quevilly, c'est une ville près de Rouen, à 6 km de Rouen, en Normandie. On est à la fois une association de solidarité avec tous les immigrés, donc clairement une association antiraciste. On accueille quotidiennement des personnes immigrées avec ou sans papier. Donc on est à la fois, on fait par exemple des accompagnements juridiques, sociaux, etc. Et on est aussi une association solidaire des habitants des quartiers populaires. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire quand on a créé l'ASTI, ça avait plus de 40 ans, en 82, on l'a créé avec des habitants d'un QPV, un quartier politique de la ville. Maintenant, il y en a 2 d'ailleurs sur Petit-Quevilly. Voilà, ça c'est un peu notre identité. Donc j'ai pas le temps de vous expliquer un peu tout ce qu'on fait. Alors pourquoi on est ici ? Moi j'ai envie de dire d'abord que la loi séparatisme, ça nous a touchés parce que c'est une loi qui visait d'abord les musulmans et les musulmanes, qui a abouti à la dissolution d'associations notamment, etc. Donc on était déjà sensibilisés par rapport à ça, puisque dans notre association, on a des personnes de toute confession, mais on a une part importante de personnes de confession musulmane. Deuxième point, c'est qu'on a appelé à un rassemblement, à rejoindre un rassemblement, je vais être précise, qui était appelé dans plein de villes après la mort de Naël à Nanterre, qui avait été tué par la police suite à un refus d'obtempérer. On a appelé à rejoindre le rassemblement qui était appelé par les Soulèvements de la Terre à Rouen. On est connu comme une association militante depuis qu'on existe, dans les combats antiracistes, les combats anticolonialistes, etc. Et on ne s'est jamais caché de ça. Voilà. Donc à la suite de ça, alors c'est important quand même que je vous raconte ça, parce qu'on a eu... en fait, quand on est sur un quartier politique de la ville, on est en relation avec ce qu'on appelle un délégué du préfet. Donc nous, c'était une déléguée du préfet, une jeune plutôt sympa, avec laquelle on avait plutôt une bonne relation. Et donc après les révoltes dans les quartiers populaires suite à la mort de Naël, il faut savoir qu'on a diffusé aussi sur les quartiers, il y a 2 QPV à Petit-Quevilly, suite à la mort de Naël, des tracts pour appeler à ce rassemblement. Il faut savoir qu'on a reçu d'abord un premier courriel de la déléguée du préfet, nous demandant en tant qu'experts associatifs ce qu'on pensait de la situation dans le quartier. Et on a écrit, on a expliqué ce qu'on pensait de la situation du quartier, parce que se connaissent tous les quartiers populaires. C'est-à-dire une détérioration totale, on est en pleine rénovation urbaine, une non-concertation avec les habitants, enfin, c'est un chantier de quartier, plus tout ce qu'on connaît sur la période, la casse des services publics, les violences policières, etc. Voilà. Ça, c'est un peu le tableau que je vais vous donner maintenant. Donc on a répondu et on a même reçu un mail de la déléguée du préfet nous disant qu'elle nous remerciait pour notre expertise. Bien. Ensuite, on a reçu, alors j'ai les documents, je ne vais pas les sortir, on a reçu un nouveau mail nous indiquant que le sous-préfet à la ville et à la sécurité intérieure souhaitait rencontrer les associations pour faire un bilan sur ce qui se passait dans les quartiers. Alors je vais vous dire qu'en 42 ans, c'est la première fois qu'on voyait un sous-préfet à la ville. Bien, donc on a reçu ce monsieur, on était 2, représentants d'une collégiale, puisqu'on est organisé en collégiale. Ça a duré 1 heure et un quart d'heure avant la fin de l'entretien. Là aussi, on a dit ce qu'on pensait, notamment sur les violences policières, sur le contrôle facial, sur ce qu'on vit dans les quartiers populaires. Et à la fin de l'entretien, il nous a dit mais vous avez appelé à manifester suite à la mort de Naël et le rassemblement était interdit. Donc on lui a fait remarquer que on n'avait pas appelé au rassemblement puisque c'était appelé par les Soulèvements de la Terre, mais qu'on avait appelé à le rejoindre. Et que 2, on était tout à fait concernés par la question des violences policières et qu'on savait qu'aussi, dans les quartiers où on habitait, il y avait des violences policières. Il nous a dit qu'on n'avait pas respecté le contrat d'engagement républicain. Et puis, il nous a même demandé si c'était à refaire, est-ce qu'on le ferait. On lui a dit, a priori, il faudrait qu'on réunisse la collégiale pour lui poser la question. Voilà. Et on en est resté là.
Et après, en octobre, on n'avait pas de nouvelles. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la politique de la ville et les demandes de financement. C'est pas très transparent, c'est très compliqué. Et en fait, on n'avait aucune information sur le contrat de ville. Du coup, on a appelé la déléguée du préfet qui nous a appris qu'en fait, le sous-préfet à la ville avait décidé qu'on n'aurait pas de subvention, qu'on n'aurait pas d'adultes relais, parce que dans les QPV, il y a des adultes relais qui sont pris en charge à peu près à 80% par l'État. Voilà. Petite parenthèse, c'est qu'on nous donnait, parce qu'il maintenant il n'y a plus d'adultes relais, c'est terminé. Ce qui est dramatique quand même, même si c'est des emplois qui ne sont pas des vrais emplois, ce sont des emplois utiles. La petite remarque que je ferai quand même, c'est qu'on nous propose des adultes relais. À l'époque, on en avait 4, on n'en a plus que 2, et un qui va bientôt se terminer. Mais en fait, on ne nous donne pas déjà les moyens de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a des subventions qui sont ridicules pour des appels à projets où on a depuis longtemps mis en concurrence les associations et on doit se fader des appels à projets sur des plateformes. C'est hyper chronophage au détriment d'un travail de terrain qu'on aimerait faire davantage. Voilà, ça c'est le contexte. À la suite de ça, donc, en fait, on a su qu'on n'allait pas avoir les subventions concrètement. On travaillait à l'époque parce que on subit encore les conséquences de ce que je vous raconte maintenant. Donc on travaillait sur la promotion de la santé et on travaillait avec des jeunes du quartier sur les addictions et on faisait intervenir une association qui était financée par l'Agence régionale de santé. Et on a appris par cette association qu'elle avait une interdiction de venir la veille de l'intervention auprès des jeunes. Je pense que ce que je veux dire par là, parce que je pourrais multiplier les exemples, mais on n'a pas le temps, c'est qu'on a vécu du mépris, on a vécu de l'humiliation et on a vécu un manque total de communication et de franchise. Bien. Ensuite, ce qu'on a su, c'est que la déléguée du préfet au sein du comité d'instruction de la programmation des subventions politiques de la ville avait informé tous nos financeurs qu'on n'avait pas respecté le CER, sans jamais nous dire quel article du CER on n'avait pas respecté. Bon, je vous passe, on a manifesté, etc. On verra ça plus tard. Et en fait, on a écrit au préfet et on a reçu une réponse plusieurs mois après qui nous parlait plutôt des baisses de subventions, du fait qu'alors qu'il y avait un deuxième QPV qui existait sur la commune, il y avait une réduction, donc il ne fallait pas qu'on s'attende d'avoir des subventions, mais qui terminait quand même sa lettre en disant qu'on n'avait pas une position républicaine sur la police. Bien. Voilà. Et puis ensuite, le bilan, c'est qu'on a perdu 38 000 €. Donc on a été aidé beaucoup par Antonio, que je remercie encore, et on a aussi eu en visio plusieurs fois Marion G, qui est une avocate de la Ligue des droits de l'homme et du SAF, qui nous a aussi apporté sa contribution. Il faut dire que quand même, on est une asso de quartier et que c'est vraiment, quand ça arrive, on doit continuer à travailler parce qu'on bosse, parce qu'on défend des idées, parce qu'on est contre les exclusions, parce qu'on mène beaucoup d'ateliers. On travaille sur la question des violences faites aux femmes. Bon, je ne vais pas tout développer. On donne des cours de français, etc. Bien. Donc, en fait, l'idée qu'on avait, c'était... ça fait rire. Non, c'est moi. Mais c'est aussi Fatima, parce que je pense qu'il y a un truc qui est assez important aussi, c'est que, comme pour beaucoup d'autres structures aussi, qui sont en dehors des structures qu'on connaît là, en fait, le contrat d'engagement républicain n'est pas assumé complètement par les pouvoirs publics. Et donc, il le mentionne, mais sans en faire, en coupant les subventions, sans dire que c'est le contrat d'engagement républicain. On a eu quand même l'écrit de la déléguée du préfet qui faisait référence au contrat d'engagement républicain. Le préfet a commencé à reculer. Je pense qu'on a aussi s'est un peu lié à la mobilisation et qu'il avait surtout peur qu'il y ait une procédure au niveau judiciaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller vite, l'État, le préfet, on avait une subvention de 5 000 € politique de la ville pour une action qu'on fait, qui est simplement d'aider les personnes à faire des démarches administratives, qu'elles soient immigrées ou pas d'ailleurs, puisqu'on est là pour tout le monde. Et il a reculé. On a eu la subvention... on a eu la réponse au mois de juillet-août 2024. D'accord ? Mais on a paumé 38 000 €. C'est-à-dire que les autres financeurs ont suivi ce qu'avait annoncé la déléguée du préfet au sein de la réunion de programmation des subventions politiques de la ville. Les résultats ont été là, même sans que le CER soit justifié et soit avéré. Ok, merci beaucoup Fatima. Peut-être te laisser la parole, Marika, pour Action Justice Climat. Et voilà, et on part du côté de Lyon. Bonsoir, du coup, Marika de Action Justice Climat.
AJC, du coup, c'est une association qui milite pour la justice climatique et la justice sociale. Désolée, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus fort. J'espère que c'est OK comme ça. En gros, on articule notre projet autour de 4 piliers. C'est la lutte contre l'extrême droite, l'écologie populaire, la construction d'alliances et le militantisme soutenable. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Alors déjà, vos histoires sont terrifiantes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On a fait une demande de subvention d'un montant de 3 500 € à peu près au FDVA en février 2023. Les motifs, c'était, on voulait, comme on a un bar, on tient un bar en fait à Lyon, qui s'appelle l'Alternative Bar, on voulait rénover la cuisine et on voulait former nos bénévoles à utiliser cette nouvelle cuisine pour pouvoir faire des repas solidaires pour les étudiants et étudiantes. Voilà. Donc on pose notre demande, c'est bon. Et en mai, on apprend par une personne qui était dans la commission d'attribution des subventions que la représentante... Yes. Désolée. On apprend du coup que la représentante de la préfecture s'est opposée à l'attribution de la subvention à notre association en commission, en évoquant donc le CER et les actions de désobéissance civile non violente qui ne respectent pas, auxquelles on peut participer, mais qui ne respectent pas le CER du coup. Alors même que les demandes de subvention n'avaient rien à voir avec la désobéissance civile. Voilà, il y a des élus qui se sont insurgés sur le moment de la commission, mais ça n'a rien changé. Voilà. En septembre, à peu près, septembre 2023, on apprend du coup les refus officiels des demandes. On nous dit que le dossier déposé ne respecte pas les conditions, alors qu'on sait très bien que s'il passe en commission, c'est que déjà il a été noté à la base comme remplissant en tout cas des conditions pour avoir la subvention. On sait aussi que c'est un motif bateau, hein. Enfin, voilà, c'est une phrase toute faite pour dire vous n'avez pas l'argent, point. On se renseigne auprès du FDVA quand même parce qu'on est un peu étonné. Et on avait déjà eu des subventions du FDVA d'ailleurs. Et comme ils n'ont pas l'obligation de motiver, ils nous ont laissé sans réponse et ils nous ont demandé de faire un recours gracieux. On l'a fait, on a envoyé le recours gracieux à la préfecture. On n'a jamais eu de réponse. À ce moment-là, du coup, on décide, on se demande qu'est-ce qu'on fait. On décide de prendre une avocate pour faire un recours administratif. Et donc fin janvier 2024, nous avons déposé notre requête introductive d'instance au tribunal administratif de Lyon. Depuis, ce sont des échanges entre la préfecture, le tribunal et nous et le tribunal pour constituer les dossiers. Et on se dit qu'on pourrait avoir une audience après l'été 2025. Donc c'est du temps long. Voilà. L'idée, nous, c'est que, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, l'invocation du CER, effectivement, dans la commission, elle n'est pas OK. On se dit qu'on subit quand même un veto de la préfecture. L'objet de la sub n'a rien à voir avec la désobéissance civile. Donc nous, là, parce qu'effectivement, on a d'autres moyens en fait, des moyens qui arrivent d'ailleurs que des subventions, on a décidé d'aller en justice pour dénoncer l'existence du CER. Et pour voir en fait le tribunal se prononcer aussi sur la désobéissance civile non violente. L'idée c'est ça, c'est de réaffirmer le pouvoir de cet outil comme moyen d'interpellation. L'idée c'est aussi du coup de faire un événement autour de ça. L'idée c'est que comme nous on s'est dit qu'on a les reins assez solides pour ça, c'est de constituer des alliances qui puissent potentiellement profiter à d'autres après. C'est de partager cette expérience comme là aujourd'hui, mais aussi après quand on aura justement aussi le résultat. Voilà, on veut vraiment faire quelque chose voilà, un événement médiatique de ce procès, ouais, que ça puisse effectivement, que ce procès puisse aussi être un moyen d'interpellation, du coup, comme la désobéissance civile. Voilà, on sait très bien qu'on n'est pas les premiers concernés par le CER, mais on a quand même décidé de faire cette démarche, et voilà. J'ai dit. Super, merci beaucoup. Et peut-être, Vincent, pour te laisser présenter donc Canal TISEF, là on part en Bretagne. Tout au bout de la Bretagne, à Brest. Nous, c'était... Ce qui est assez étonnant, c'est au niveau de la Bretagne, c'était jamais arrivé. Il y a dans la commission régionale qui attribue ce FDVA, là, en général, ils n'avaient jamais vu l'intervention du préfet de région lors de ces commissions-là.
Et là, en 2023, le préfet est intervenu au dernier moment, alors que tout avait été attribué. On a les traces, le suivi de la progression des dossiers sur Contasso, là, et on voit que c'est attribué. Et puis on peut lire que dans la foire aux questions, quand c'est attribué, le versement aura lieu à une date bien précise, tout ça, quoi. Et puis à un moment donné, plus de nouvelles, ça n'avançait plus. On a appris que sous intervention du préfet de région, non là c'était le préfet du Finistère, blocage de la subvention, quoi. Blocage de la subvention pour 4 associations sur l'ensemble de la Bretagne, 4 associations sur Brest, 4 associations qui avaient soutenu un lieu alternatif, l'avenir, qui venait de se faire détruire manu militari par les forces de l'ordre parisiennes. Donc spécialisé pour évacuer les squats, là. Mais au niveau régional, il ne voulait pas en dire plus, qu'on avait beau insister. C'est quoi les motifs, tout ça, il continue à répondre sous voyez avec le préfet, quoi. Donc on a fini par faire un courrier. L'ensemble des 4 associations ont fait des courriers, quoi. Le délai de réponse d'une préfecture et d'une sous-préfecture est assez long, quoi. Et là, chose étonnante pour une des assos, le sous-préfet fait un courrier où il va mettre noir sur blanc que Canal TISEF n'a pas respecté, d'après les remontées de ses services, à plusieurs reprises, Canal TISEF n'a pas respecté le contrat d'engagement républicain, quoi. À plusieurs reprises, alors que quand on lit le contrat républicain, ça doit être concerté, on doit pouvoir se défendre, il doit pouvoir donner les dates, les lieux, les faits. Donc suite à cette réponse-là, on lui a refait un deuxième courrier pour dire pouvez-vous respecter le contrat républicain et nous dire où, quand, comment, à quel lieu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'effectivement, Canal TISEF, nous on fait de la culture populaire par l'image, on fait des stages, des formations, on diffuse des documentaires assez gênants des fois, et on va dans des endroits des fois non autorisés, un peu alternatifs, parce qu'on veut aller voir les populations qui n'ont pas accès à ces débats-là, quoi, et les faire réagir, quoi. Et là, je suis perdu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a soudé le monde associatif du Finistère brestois. On a commencé à faire des collectes et tout ça pour se défendre, quoi. Ce qui est important aussi, c'est que Canal TISEF, juste à ce moment-là, on venait d'arrêter les salariés. On avait 2 salariés pendant des années, ça fait 20 ans qu'on tourne. On a eu 1 salarié, 2 salariés, et là on était un peu libérés de ça. On n'était pas pieds et poings liés par l'engagement de salariés qui auraient pu pâtir de notre volonté de partir au combat, quoi. Donc on l'a fait, et on a reçu un coup de fil de l'avocat qui avait défendu Alternatiba à Poitiers pour dire votre dossier là, je vous défends gratos. C'est le même dossier que Alternatiba à Poitiers. Vous me payez des allers-retours, 1 ou 2 allers-retours à Rennes, et je vous défends gratos. Donc il a pondu son mémoire en défense, là. La préfecture a mis un certain temps à répondre, pareil, presque une année à répondre. Enfin, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, là. Et la seule réponse pour l'instant, et l'avocat nous dit c'est excellent, on ne répond pas, la seule réponse du préfet, c'est vous vous trompez, vous auriez dû adresser vos plaintes au préfet de région, puisque c'est le préfet de région qui attribue, qui peut intervenir sur le FDVA, alors que le courrier de refus est signé par le sous-préfet du Finistère. Donc je pense que lui, il s'est fait bien taper sur les doigts, parce que en plus, une des associations, c'est Radio Universitaire, l'UBO de Brest, là, qui effectivement avait reçu les membres dans une réunion, dans une émission de radio, les membres du collectif de l'avenir qui venaient de se faire raser. Le préfet les a reçus pour expliquer ce qui s'était passé. Le préfet, la main sur le cœur, c'est pas votre émission de radio. Vous avez le droit d'inviter ce qui vous voulez dans vos missions d'information. Ce n'est pas ça, c'est parce que vous avez signé la pétition de soutien à ce lieu ce lieu interdit, quoi. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les gens de la radio ont eu un petit doute. Ils se sont dit peut-être que quelqu'un de chez nous a signé la pétition. Quand ils sont rentrés
au conseil d'administration, ils se sont rendus compte que non, ils n'avaient jamais signé la pétition. Mais eux ont un petit peu freiné parce qu'ils ont, je crois, 3 salariés. Ça a été le cas aussi de la 3e association, le patronage laïque. Eux, ils ont 12 salariés. C'était une toute petite subvention de 2 500 € là, pour faire une fresque des 90 ans. Donc, eux ont un peu freiné aussi. Et la 4e asso, c'est une asso, c'est un collectif qui gère une salle privée, écoumène. Eux auraient bien voulu y aller parce qu'eux étaient libres de tout, quoi. Mais là, ils n'ont pas reçu d'écrit. Ça a été simplement verbal. Non, vous n'aurez pas votre subvention de 2 000 €. Donc, l'avocat a dit, bah là, on ne peut pas y aller, quoi. Mais par contre, le cas de Canal Dief, là, on y va. Et apparemment, il est très confiant, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être pour avancer et arriver sur, on en a déjà un petit peu parlé là, sur les questions du juridique et de la défense juridique, de la saisine des avocats et des tentatives de défense là-dessus. Mais donc, est-ce que c'est possible de refaire un point, que vous nous fassiez tous un point, où est-ce que vous en êtes sur ce point de vue juridique, mais aussi peut-être sur la question médiatique et la question des solidarités. Je sais que dans plusieurs territoires, en fait, à chaque fois, il y a eu des dynamiques qui se sont mises en place et des choses qui portent et sur lesquelles on doit avancer. Donc voilà, il y a des procès qui vont arriver et la rencontre d'aujourd'hui, elle est aussi pour se dire, on a des objectifs qui vont arriver à moyen terme. Il va y avoir des procès sur ces différentes affaires et nous, on doit pouvoir être aussi avoir une forme de politisation de ces procès et pouvoir être présent dans chacune de ces affaires-là, mais aussi de pouvoir peut-être sortir la riposte uniquement des tribunaux et d'aller vers d'autres formes. Donc si c'est possible à chaque fois de faire un point sur ces deux aspects-là. Peut-être Benjamin, vas-y. Du coup, on en est... Oui, c'est ça. Nous, donc il y a ce procès qui est en cours avec notre avocat qui est là. Il y a pour parler des solidarités, un peu des choses comme ça, il y a une intervention volontaire qui est en cours. Une intervention volontaire, c'est des gens qui viennent défendre aussi le même, donc notre recours pour abus de pouvoir, des associations en l'occurrence, qui viennent se rajouter dans notre camp, on va dire. Et dedans, donc, il y a la LDH, il y a je sais plus trop, le mouvement associatif, je crois, l'UFISC, beaucoup d'associations, et puis d'envergure nationale. Et en fait, c'est ça, parce que nous, on s'est dit, pour nous, c'est perdu, le projet est mort et tout ça, mais ce qu'on voulait, c'est que ça bloquait, mettre un petit caillou dans l'histoire. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Là, comme je viens ici, c'est pour ça, pour témoigner. C'est en fait voir la portée de ce que ça fait de témoigner, d'être ensemble, de faire des choses. Et en plus, d'être un cas un peu, un cas d'école, avec ces interventions volontaires, ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, si, ça a été quand même... Alors, il y a la solidarité que ça a créé aussi. Il y a eu une conférence de presse après l'audience du procès Alternativa à Poitiers. C'est un procès qui opposait la préfecture de département à la ville de Poitiers et la communauté d'agglomération, qui a été gagné par la ville de Poitiers et la communauté d'agglomération, avec le CER en fond. Et il y a eu une conférence de presse après, et on est intervenu, on a parlé de notre cas, et c'est la première fois qu'on en parlait un peu publiquement, et on a vu beaucoup de gens, la sauce attaque, des gens comme ça au local, qui sont venus nous soutenir, nous demander vous avez besoin de quoi ? Le mouvement anti-bassine qui est venu, vous avez besoin de quoi et tout, alors que nous on est là, c'est plutôt vous, de quoi vous avez besoin, quand même. Et donc ça bouge. Sur les médias aussi, le premier article qui est paru sur notre affaire, c'est dans Mediapart que c'est paru sur Internet. Et on s'est rendu compte que c'est un peu... On a commencé par une sortie de piste, à peu près, parce que ça a beaucoup fait le focus sur la forme théâtrale dont je parlais, sur l'urine de préfet. Donc c'était carrément le pipi gate ou des trucs comme ça, quoi. C'était très... En même temps, on le sait, on fait des formes comme ça qui marquent fort l'image parce qu'on l'utilise, mais on s'est dit, ça peut jouer au désavantage, et on va focus sur un truc. La question va aller sur est-ce que l'art, on peut se permettre ça et tout ça, alors que c'était pas du tout la question qu'on veut porter, nous, en faisant le recours et ces choses-là. Donc après, on s'est en compagnie, on s'est
soudés pour se dire comment on en parle, qu'est-ce qu'on dit. Et donc après, ça a été un peu le boulot. C'était plus avec les journaux locaux de justement avoir le même discours, avoir un discours qui recadre et tout ça. Donc des fois, l'article sortait bien dans le bon sens et des fois, un peu moins. Mais c'est le jeu quand on parle aux journalistes et c'est un sacré exercice. C'est pas du tout le but de notre asso, mais bon, bref, voilà. Et c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Ouais, et si quand même, au sein de l'asso, c'était dur parce qu'à la base, on était 3 en co-direction artistique. Et on n'est plus que 2 parce que voilà, il y a Nicolas avec qui j'ai monté l'asso il y a 10 ans qui est parti parce qu'il s'est senti quand même pas mal en première ligne. C'est beaucoup lui qui a porté les dossiers administratifs, les choses comme ça. Et justement, c'est dur dans les liens qu'on a. Par exemple, la DRDFE, pour nous, c'était des gens avec qui on travaillait. Et d'un coup, ils nous envoyaient des réponses très froides et très dures. Enfin, ça venait un peu de leur côté, le côté vous respectez pas l'engagement républicain. Et donc voilà, dans les liens, dans les trucs, ça a fait sortir plein de choses. Et c'est assez dur dans l'association quand même, humainement entre nous. Voilà, c'était dur et ça aboutit à ce qu'ils partent de l'association et de la compagnie qu'il a quand même montée il y a 10 ans. Donc il n'y a pas que des victoires dans l'histoire pour l'instant, mais de voir que on est là et qu'on se bouge et que ça... Mais mine de rien, c'est un petit bout qu'on met dans... moi j'ai l'impression que c'est un tout petit bout qu'on peut faire, juste témoigner. En fait, ça a des portées et ça voilà, c'est utile. T'as raison, je pense, d'insister sur les dégâts que ça peut faire en fait, sur les structures et sur les personnes en fait qui ont ça à apporter. Où on sait que c'est un travail qui est considérable en fait, ce travail de défense, parce qu'on a affaire effectivement à des mastodontes, à des institutions très puissantes, sur des associations qui ont pas toujours les moyens en fait de pouvoir résister. Peut-être Marie, si tu peux nous dire aussi à Lille ce qui a été construit un peu sur ces questions-là de riposte. Ouais, nous très vite, vu on nous a dit qu'elle allait avoir des conséquences, mais qu'après ça a été un petit peu, on n'avait pas de réponse, on n'avait pas de suivi, on savait pas ce qui se passait, juste cette menace un peu latente. Très vite, l'enjeu ça a été d'obtenir des réponses, d'essayer d'obtenir des rendez-vous et d'obtenir des trucs un peu d'éclaircissement face à l'absence totale d'écrit, notamment de l'institution. Du coup, alors juste pour vous dire, par exemple, le premier rendez-vous qu'on a réussi à obtenir pour pouvoir faire valoir notre version de l'histoire auprès de l'institution et donc de la personne qui a lancé toute la dynamique, là, ça a été en avril, donc le jour où, de toute façon, était voté parallèlement par la métropole européenne de Lille le fait que nous, on était retirés des subventions. Donc, ce n'était pas un espace de discussion, de contradiction. Ça venait acter du fait que, de toute façon, on ne serait pas subventionné. Mais du coup, voilà, il y a eu cette première rencontre-là. Et un des outils que nous on a mobilisé, c'est les médias. Donc de la même façon, en fait, on a eu un article très vite dans Mediapart et dans Mediacité, donc un journal partenaire local, avec une sorte un truc intéressant parce que Mediapart a été sur le volet un peu politique, contrat d'engagement républicain, et Mediacité a un peu mené plus l'enquête sur le terrain, donc a fait valoir un peu justement notre version aussi de ce qui s'était passé ce jour-là et des enjeux qu'il pouvait y avoir derrière cette mobilisation. Du contrat d'engagement républicain. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a obligé en fait l'institution à se positionner, à dire qu'effectivement c'était sur la base du contrat d'engagement républicain que l'API du Vieux-Lille a été sanctionnée cette fois-ci. Et d'ailleurs, l'institution nous a aussi reproché de faire du bruit. L'idée c'était quand même de rester sage si on voulait pouvoir un jour récupérer les subventions, parce que par contre ça c'était un discours qu'on avait dès le départ, c'était on peut récupérer notre subvention, c'est a priori plutôt pour l'année 2024, et de fait aujourd'hui on espère recevoir les subventions de la métropole pour l'année 2025. Suspense. Voilà, donc les médias c'était important. Aussi peut-être juste parce que nous c'était un truc qui paraît un peu moins politique, ou un peu moins évidemment politique que vous, parce qu'on avait l'impression aussi peut-être que c'était plus un enjeu interne. C'est une responsable technicienne qui a été confrontée à des agents donc, sur le terrain, et donc qui a un petit peu choisi qui a voulu protéger ces agents, ou montrer qu'elle les protégeait en cherchant quelqu'un à sanctionner. Il y avait l'API du Vieux-Lille, association subventionnée par la métropole sur le terrain à ce moment-là qui a agi, donc en fait ça a été un petit peu aussi... on a l'impression que c'était un petit peu ça qui se jouait, mais on ne savait pas trop. Et parallèlement, on a quand même vite le discours. Oui, on vous subventionne pour lutter contre les expulsions, mais pas contre les expulsions de la métropole, qui sont légitimes. Il y avait une base légale. On n'attaque pas là-dessus la métropole. Donc il y avait quand même des logiques d'institution aussi qui se sont vite
mises en place, et puis aussi un petit peu des jeux politiques, puisqu'on a pu entendre justement la façon dont les élus au sein de la métropole réagissaient à ces accusations, et c'était pas... donc voilà, et en termes... alors juste peut-être aussi sur l'attention médiatique, on a joué fort avec ça au début, mais on a aussi toujours continué à documenter très fort ce qu'on faisait. Comme on n'avait aucun écrit, aucun positionnement très clair, l'institution, en fait, à chaque fois qu'on obtenait des rendez-vous, puisqu'on a quand même eu l'occasion d'aller à 3 ou 4 reprises, rencontrer la métropole en sollicitant constamment, en gardant le dialogue ouvert, on documentait tout, on écrivait tout, on reproduisait nos comptes rendus qu'on envoyait à l'institution pour les faire valider ou contredire éventuellement. Ça, c'était un travail important, mais qui nous a beaucoup servi. Là-dessus. Et puis après, il y a eu aussi tout le travail d'alliance très vite. Très vite, on a obtenu le soutien donc, de la LDH, Ligue des droits de l'homme de Lille, en mai, début mai, suivi par le mouvement associatif. Il y a eu la Fondation pour le logement des défavorisés qui a pris position aussi. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de gros acteurs qui se sont positionnés pour nous défendre par rapport à ça. Nous, on a aussi joué le jeu des... on a quand même été chercher les élus parce qu'en plus, en juin, on était en période électorale. Donc on a essayé d'aller chercher un petit peu de créer du clivage au sein d'une institution très consensuelle en disant au niveau national, vos instances, elles se positionnent contre le contrat d'engagement républicain. C'est le moment ou jamais de montrer en acte que vous défendez ça. Donc il y a eu un petit peu à la fois ce jeu politique, le jeu de construction d'alliances, vraiment à niveau local et national avec plein d'associations qui sont vraiment avancées pour être en soutien à la PU, et notamment on a une rencontre le 18 juin à Lille qui a été organisée justement sur les libertés associatives, d'affichage du soutien avec une centaine de personnes dans la salle, et à partir de là l'idée qu'il fallait peut-être aussi formaliser un peu davantage cette solidarité qui se crée entre les associations, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont très inquiets des conséquences que ça peut avoir, y compris des acteurs qui vont pas forcément, qui peuvent être institutionnels, qui peuvent être des acteurs contractualisés par l'État pour mener leur mission, mais qui ont peur de l'arbitraire en fait du contrat d'engagement républicain, et donc se trouvaient aux côtés de la PU très inquiets en fait de la mobilisation, justement, qui paraissait très arbitraire du contrat. Super, merci beaucoup. Peut-être Fatima aussi, il y a possibilité de montrer. Je sais qu'au Petit Kévy, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et du côté de ouais, Rouen, on est un petit peu fatigué, même si on a envie de résister, surtout dans la période. Mais en fait, ça nous a vraiment occupé d'octobre à juillet. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. En plus de tout ce qu'on a à faire dans l'association. Bon, au niveau médias, moi je voulais dire que vraiment l'article de Mediapart, ça a été vraiment important pour nous. L'article en soi, mais aussi parce qu'il y a eu tout un travail en amont du journaliste, de contact, notamment avec tous les financeurs qui nous ont jamais dit clairement qu'ils ne nous financeraient pas. Et je pense que ça, c'était vraiment important, le travail qui a été fait. Et vraiment, je le remercie. Ensuite, il y a eu le travail juridique avec, on était en visio avec Antonio, puis Marion Auger, l'avocate. Ce qui était en fait décidé, c'était de la revoir en juillet pour faire un référé contre l'État. Mais entre deux, l'État a reculé. Et après, on a pu revu Marion Augier. Voilà. Ensuite, au niveau plus de médiatisation, en dehors de Mediapart, il y a juste un journal local qui nous a fait un article. Sinon, on a la conférence de presse, ça ne fonctionnait pas, ça n'intéressait pas. Par contre, au niveau mobilisation, d'abord, on avait envoyé une lettre ouverte au préfet qui avait été signée par beaucoup d'organisations nationales, locales, organisations syndicales, politiques, associations. Moi, j'ai envie de dire quand même, mais je vais nommer aucune association, on a senti quand même que certaines associations étaient un peu réticentes à nous soutenir, franchement. Voilà. Et je pense que ça, c'est un des points qu'il faudrait qu'on discute, parce que par rapport à la répression contre les associations, il faut qu'on ait une solidarité, une unité importante, même si on a des sensibilités différentes. Et je pense que ça, c'est pas acquis. En tout cas, c'est notre expérience. Au niveau financier, je vous ai dit, on a perdu 38 000 € et on a récolté 8 500 €. C'est-à-dire qu'il y a des grosses associations qui n'ont pas joué le jeu de nous apporter une solidarité financière. Quand je parle de grosses associations, c'est avec des moyens financiers. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Merci, nous, Julien. Le rassemblement devant la Prève, il y avait 200 personnes. On a été reçus en audience par la sous-préfète à la ville, la nouvelle, puisque celui qui nous avait lu le problème du contrat d'engagement républicain est parti à Mayotte.
Et du coup, voilà. Et du coup, on a été reçus pendant 2 heures. On n'a jamais eu de compte rendu d'audience, malgré qu'il y avait un engagement par rapport à ça. Mais il y avait 200 personnes à peu près, un peu plus, en rassemblement devant la préfecture, ce qui était pas mal. Après, la difficulté qu'on rencontre aussi, c'est de mobiliser les publics qu'on a, parce que c'est souvent, le plus souvent des personnes qui sont dans la précarité. Bon, on le voit pas simplement par rapport au CER, nous on le voit aussi par rapport aux manifestations auxquelles on participe sur les lois, je vais dire les lois xénophobes, les lois anti-immigrés qu'on est en train de vivre, et c'est de pire en pire. On vit aussi cette réalité, c'est-à-dire à la fois une attaque au niveau des quartiers populaires, une attaque au niveau de l'immigration, une attaque au niveau des musulmans, et on doit être debout et continuer à militer, à faire un travail d'éducation populaire parce qu'on le revendique et à résister, voilà. Merci beaucoup. Je pense que tu as raison d'insister sur la question de la place du public, en fait, et des personnes que, notamment dans les associations d'accès aux droits, comment ces personnes-là peuvent aussi jouer ce rôle-là. Et tu as abordé aussi la question peut-être de mutualisation, en fait, et d'avoir cette question de, quand des assos sont attaqués, puissent avoir trouvé des soutiens financiers. C'est des choses voilà, c'est des idées qui sont présentes et qu'il faudrait essayer de faire advenir dans les prochains temps. Vas-y. J'ai oublié, on a eu aussi plusieurs visios avec le directeur de la Défenseure des droits. Donc, je sais pas, on sait qu'il y a eu des contacts de prix, notamment par rapport à l'État, au département et à d'autres financeurs. Et en termes de retour, on ne sait pas trop vraiment ce que ça a donné, quoi. Peut-être Marika, tu peux aussi faire un point. Donc tu parlais tout à l'heure de l'aspect juridique, mais c'est aussi sur ces autres aspects-là des choses. Alors nous, il y avait autre chose aussi qu'il fallait évoquer. Je me rappelle plus de la question. Ouais. Alors du coup, nous on attend l'audience. On n'a pas de date d'audience encore, donc on n'a pas la grosse mobilisation autour de l'audience, n'est pas encore passée. Sur les médias, on a eu un article dans Mediapart en décembre 2023, peut-être le même, qui regroupait vachement avec le cas de Poitiers. Qui était Alternatiba. Du coup, faut savoir que Action Justice Climat, c'est donc le nouveau nom à Lyon de Alternatiba à Environ, voilà, qui a un lien. Ça nous a aussi donné la légitimité, ce cas-là, il nous a donné la légitimité d'aller aussi faire toutes ces démarches, parce que mine de rien, nous, on n'a jamais réussi à obtenir un écrit de ce qui s'était vraiment passé dans cette commission. C'est très difficile à avoir. Même si on en avait un, je suis même pas sûre que ce serait marqué. Ce qui s'est passé. Donc, effectivement, c'était compliqué pour nous de nous dire si, on prend tous ces risques-là, parce qu'il y a des risques, pour aller défendre ce cas dans une audience. Donc, le cas de Poitiers, ça nous a vachement aidé. L'article de Mediapart, c'était très bien aussi. Mais depuis, on n'en a pas fait en termes de médias. Justement, on réserve ça vraiment pour l'audience. Par contre, voilà, en termes de soutien, nous, on a fait une procédure auprès du défenseur des droits. Alors, au niveau local, à Lyon, on n'avait pas vraiment d'associations qui avaient été dans le même cas que nous, etc. On ne s'est pas vraiment basé sur des expériences locales, mais on a saisi, du coup, on est allé voir le défenseur des droits qui s'est saisi du cas, qui va interpeller normalement la préfecture en son nom. On a déposé aussi un dossier à la LDH, on a vu Amnesty International aussi. Voilà. Après, on a vu, il y a eu cet événement à l'Institut Alinsky qui était assez intéressant parce qu'effectivement, on a pu voir qu'il y avait beaucoup d'assauts qui étaient concernés, pas par les mêmes choses, mais quand même, globalement, effectivement, qu'il y avait des problèmes assez similaires. C'était une très très bonne chose. On sait que ce qu'on fait, du coup, ça va forcément servir à d'autres associations et ça, c'est très bien aussi, c'est pour ça qu'on le fait. Mais voilà, effectivement, ça se passe pas sans risque non plus. C'est aussi pour ça qu'on on sollicite pas forcément des médias, etc. C'est parce que, en fait, faire toutes ces démarches, ça nous coûte. Ça coûte du temps bénévole. C'est quand même très important parce que mine de rien, là, ça fait déjà 2 ans et c'est pas fini. Ça coûte du temps bénévole qu'on a chiffré. On paye une avocate, ça aussi, ça coûte. On expose nos activités. Évidemment, on est en lien toujours avec la préfecture pour plein d'autres demandes. C'est-à-dire que si on voulait avoir des services civiques, par exemple, c'était une autorisation de la préfecture, donc on se mettait un peu dans le rouge pour ce type de démarche aussi.
voilà, on sait très bien qu'on n'aura pas, du coup, même si on gagnait, on n'aurait pas la subvention. Enfin, je veux dire, on n'aura jamais cet argent-là. On n'a pas déposé de demande de subvention en 2024. Voilà, donc il y a un prix à tout ça, effectivement. Après, voilà, on a la chance d'avoir d'autres sources de financement que les subventions, et ça, c'est vraiment une très, 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 très bonne chose. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. Ok, merci beaucoup. Peut-être, Fatima, tu voulais juste rajouter Je voulais juste rajouter parce que ça peut peut-être servir à d'autres associations. On a eu une aide de 5 000 € du CCFD. Et je le dis parce que c'est important dans le sens où c'était pas un financement pour une action précise. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement. En fait, nous, on n'avait pas, c'est une subvention au niveau national, hein, c'est pas local, parce que localement, ils nous ont pas financés, ils nous ont pas soutenus. Mais on a eu cette possibilité par notre fédération, la FASTI, qui les a contactés. Et je le dis parce qu'en fait, on a fait tout un dossier. Bon, c'était un peu chronophage, mais c'est quand même ce qui est important, c'est que c'était une solidarité par rapport à la criminalisation des associations. Et ça, c'est important de savoir que, en tout cas, ça existait pour nous et peut-être ça peut exister pour d'autres. Ok, merci. Peut-être Vincent, on se souvient d'une lettre qui avait fait grand bruit à un moment, 60 associations locales de Brest et de Bretagne qui avaient tous signé un texte en réaction justement à l'attaque que vous aviez subie avec les 3 autres et qui disait, je me souviens plus précisément le titre, mais un monde associatif qui ne se tiendra pas sage, ou quelque chose comme ça. Et ça avait été fort en fait. Je pense au niveau local, si tu peux nous en dire un mot, mais on avait vu, même au niveau national, en fait, on voyait que ça avait été très visible, la solidarité. Ouais, on avait organisé plusieurs rencontres. Du coup, on était 4 associations en train de porter ces rencontres-là. Et à chaque rencontre, on faisait salle comble, 100, 200 personnes. Et on commençait la réunion en disant, grâce à monsieur le sous-préfet, on est en train de se souder là. Enfin, c'était assez étonnant des associations qu'on ne voyait pas souvent venaient discuter tout ça. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un petit bémol sur cet appel à signature soutien de ce monde associatif là. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, c'était surtout des fédérations qui signaient pour les associations, et les associations, les petites assos se cachaient derrière ces fédérations pour dire il y avait un petit jeu de signature pour dire on ne signe pas. On s'est rendu compte qu'il y avait une petite frilosité à sortir du bois. Mais c'est compréhensif effectivement, quand il y a des enjeux salariales et de combat. Nous, c'est un combat sur le média libre, sur la culture populaire par l'image. Il n'y a pas de danger vital pour le soutien humain, quoi, comme vous, quoi. Mais pareil, on a nos entrées à Mediapart aussi, donc on a eu des bons articles sur Mediapart. Il y a un média qui est en train de monter sur la Bretagne, c'est Splend, qui est très virulent sur l'environnement. On a un des intermittents de Canal TISEF, Christine, qui est à Splend et qui pousse bien là-dessus aussi, quoi. Donc ça a fait quand même du reuse dans la Bretagne, cette histoire-là, quoi. Mais ouais, là, on est un petit peu en stand-by. Pareil, on a l'impression que les préfectures jouent la montre et jouent le pourrissement parce que ça n'avance pas. Et vous aussi, procès là, on vous attend, avez la date ou... Non, on attend. Là, pour l'instant, la préfecture a enfin fait une pseudo-réponse complètement qui ne tient pas la route sur cette histoire de vous êtes trompé d'interlocuteur, quoi. Donc l'avocat dit on ne répond pas. On a appris aussi, attention, l'avocat, le préfet, c'est son dernier écrit qui va jouer dans un procès, quoi. Donc l'avocat nous dit le dernier écrit qu'il a fait, c'est le courrier qui met en cause le CER, il ne faut pas qu'il en fasse d'autres. Donc c'est ce jeu-là aussi, quoi. Il ne faut pas trop le titiller, on garde ça et pour l'instant on en est là, donc on attend maintenant la date du procès, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant comment il a boosté le monde associatif sur la région brestoise, quoi. On le remercie un petit peu.
Je pense que c'est très bien de peut-être de faire une conclusion à ce premier temps là-dessus, que effectivement en fait ces attaques elles peuvent produire du découragement, des difficultés, mais qu'elles peuvent aussi produire l'inverse de ce qui était espéré et pour le coup de la solidarité. Moi peut-être juste pour dire, on se connaissait, avec certains connaissaient très bien l'Observatoire, pour d'autres là on vient de faire connaissance et d'approfondir ce truc-là. Il faut que ce premier temps-là, il se structure à l'avenir. On a au moins 4 procès qui vont arriver sur les histoires de contrats d'engagement républicain. Les 2 premiers ont été perdus par les institutions et remportés par les associations. Il faut qu'on gagne les 4 prochains et que là, sur l'année à venir, les 2 ans à venir, on rende inopérant en fait ce dispositif-là, notamment dans la jurisprudence, même si après, il faut pouvoir avancer. En tout cas, merci beaucoup et puis on va pouvoir passer au second temps.